Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Et je vais vous parler dans les 20-25 prochaines minutes autour de la sarcopénie, pourquoi il faut y penser, et quand, et chez qui, et comment le diagnostiquer et le prendre en charge. J'ai aucun conflit d'intérêt. Je ne sais pas combien d'entre vous, surtout les jeunes médecins, ont déjà pensé à la sarcopénie dans leurs lettres comme diagnostic secondaire aux comorbidités actives. Je pense qu'il y en a peu. Et c'est la raison pour laquelle je vous présente ce sujet qui est très important et qui a beaucoup d'impact quand même. Donc, le plan de la présentation sera déjà la définition, la physiopathologie, facteurs de risque, l'impact de la sarcopénie, comment on établit le diagnostic, quelle est sa prévalence et le traitement. Donc, pour commencer par la définition, la sarcopénie, en 1989, Rosenberg et al. Ont défini la sarcopénie comme une diminution de la masse musculaire et de la fonctionnalité, donc de la performance physique. Depuis 2010 jusqu'à présent, en fait, il y a eu une accélération de groupes de travail. Il y a eu beaucoup de groupes de travail qui sont réunis et travaillés sur le sujet, européens, américains, asiatiques, internationaux. Et on voit que d'un groupe à l'autre, un peu la définition, elle n'est pas tout à fait identique et elle change. Cependant, en fait, les trois éléments, on trouve toujours dans toutes ces définitions au moins deux des trois critères suivants. Une diminution de la masse musculaire, une diminution de la force musculaire et une diminution de la performance physique. Et vu qu'en fait, il y a tout le monde n'est pas d'accord sur la définition, il y a eu une initiative menée par le Global Leadership Initiative in Sarcopenia qui a réuni 105 experts dans le domaine du monde pour essayer de se mettre d'accord sur le concept de la sarcopénie. Déjà se mettre d'accord sur c'est quoi, que c'est une maladie du muscle squelettique qui augmente avec l'âge, qui est potentiellement réversible, et dont les éléments importants de la sarcopénie sont la masse musculaire, la force musculaire et la force spécifique du muscle, et que c'est une maladie qui a quand même des issues, en fait, des conséquences assez importantes sur la qualité de vie, et pas que sur la qualité de vie, sur les risques de complications et même de mortalité. Dans cette présentation, je vais prendre la définition de l'European Working Group on Sarcopenia in Older People, qui a été élaborée en 2018. Pourquoi je prends cette définition? Parce que cette définition a été reprise par multiples études par la suite, et c'est la seule définition qui était opérationnelle. Donc, elle définit la sarcopénie comme probable quand il y a uniquement une diminution de la force musculaire. Elle est confirmée quand il y a en plus une diminution de la masse musculaire ou de la quantité ou de la qualité musculaire. Et puis elle est définie comme sévère quand en plus à ces deux éléments, il y a aussi une répercussion sur les performances physiques. Et je reviendrai par la suite sur comment mesurer la force musculaire, comment mesurer la masse musculaire et comment évaluer la force physique. Voilà. Juste, je tenais aussi à distinguer la sarcopénie de deux autres morbidités qui sont aussi parfois très intriguées les trois, en fait, la cachexie et la frailty ou la fragilité. La cachexie, elle implique une perte pondérale, donc une perte à la fois du tissu adipeux et de la masse musculaire. Alors, donc forcément, les patients cachectiques sont sarcopéniques, mais l'inverse n'est pas vrai, parce que la sarcopénie, c'est une diminution uniquement de la masse musculaire, et au contraire, en fait, il y a des patients, maintenant, c'est assez reconnu, l'entité obésité sarcopénique. Donc, plus on a du tissu gras, en fait, le tissu gras va remplacer la masse musculaire, et on va devenir sarcopénique. Donc, les patients sarcopéniques ne sont pas du tout forcément cachectiques. Et puis, à distinguer aussi de la fragilité, qui est un syndrome gériatrique plus large, qui inclut d'autres comorbidités comme les troubles cognitifs, d'autres comorbidités, l'état socio-économique et l'état dépressif et tout le reste. Mais en fait, la sarcopénie peut bien rentrer aussi dans le cadre de fragilité. Maintenant, si on s'intéresse aux mécanismes physiopathologiques, les mécanismes physiopathologiques sont eux aussi, en fait, pas tout à fait bien compris. Il y a plusieurs hypothèses. Mais ce qui est connu, que ce qui favorise le vieillissement musculaire, c'est vraiment cette balance entre synthèse de protéines musculaires et destruction de protéines musculaires en défaveur de la production et en faveur de la destruction. Il y a aussi des dérèglements hormonaux avec l'âge, en fait, notamment le rôle de le GH, IGF-1, les androgènes. Et puis il y a la dysfonction mitochondriale, il y a l'accumulation de tissu adipeux, donc l'obésité sarcopénique, une altération de la microvascularisation
Et on parle de plus en plus actuellement du rôle de l'inflammation, que ce soit l'inflammation chronique ou aiguë, dans le développement de la sarcopénie, via différents biais. Notamment, on parle de plus en plus du rôle de la TNF et de l'interleukine 6 dans le vieillissement du muscle, en favorisant la protéolyse, probablement. Et puis là aussi, on parle dans le même contexte du rôle du microbiote. Donc il y a tout en fait qui est un peu intrigué. Le microbiote, quand il est altéré, en fait, il a un rôle important pour diminuer l'inflammation du microbiote. Et quand il est altéré, ça a une répercussion aussi sur l'accentuation de vieillissement musculaire. Donc maintenant, quels sont les facteurs de risque? Il y a l'âge qui est un des facteurs de risque, certainement. Avec l'âge, il y a une diminution de la masse musculaire, mais il faut juste savoir que la sarcopénie n'est pas un événement physiologique normal du vieillissement. Ce n'est pas normal d'être sarcopénique. Donc on peut vieillir sans être sarcopénique. Donc l'âge, mais souvent l'âge, il est associé à d'autres comorbidités, notamment la sédentarité et le style de vie, le cancer, les maladies inflammatoires, les changements hormonaux, les dysfonctions mitochondriaux et les facteurs génétiques. On parle de sarcopénie primaire quand elle est uniquement liée à l'âge, mais en fait, souvent, ce n'est pas l'âge uniquement, il est certainement associé à d'autres facteurs de risque. Et on parle maintenant aussi de sarcopénie aiguë versus sarcopénie chronique. C'est pas la sarcopénie aiguë, c'est la sarcopénie qui se développe suite à un événement aigu, déclencheur, qui peut être une chute, une infection et notamment une hospitalisation. Qu'est-ce qui se passe lors de l'hospitalisation? En fait, les patients sont malheureusement souvent alités. Et on sait qu'un patient âgé, donc âgé de plus que 65 ans, un alitement de 7 à 10 jours peut faire diminuer la masse maigre de 1 kg et la force musculaire des membres inférieurs d'environ 15 à 16 %, donc ce qui est important. Et puis en plus de ça, dans le contexte aigu, il y a l'inflammation qui est augmentée, qui participe aussi à ce processus de protéolyse, en plus le métabolisme qui est plus activé. Qu'est-ce que ça implique, la sarcopénie aiguë, dans un contexte hospitalier? Ça augmente le risque de complications, de chute, de fractures. Ça peut atteindre aussi les muscles oropharyngés, entraîner des troubles de la déglutition et des pneumonies d'aspiration. Donc ça a un impact sur la durée de séjour, sur la mortalité, sur les coûts de la santé, mais aussi ça peut avoir des répercussions à long terme, prédisposer à la sarcopénie chronique, et puis augmenter la fragilité et l'incapacité. Dans cette diapositive que je tenais à vous montrer, ça montre en fait, selon le style de vie qu'une personne a, comment la masse musculaire peut diminuer et impacter le vieillissement. Donc en vert, on voit la courbe chez un patient qui a un style de vie healthy, donc un patient qui est actif physiquement, donc qui fait régulièrement de l'exercice physique, de l'activité physique. On voit qu'avec l'âge, certes, il y a une diminution de la masse musculaire, mais elle n'est pas très significative et cette personne n'aura pas un impact, n'aura pas une sarcopénie. Par contre, un patient qui est fragile, la courbe orange, on voit que en fait, cette diminution de la masse musculaire elle est beaucoup plus significative avec l'âge. Et on voit en rouge en fait, les événements aigus, donc infection, hospitalisation, qui prédisposent à des sarcopénies aiguës. Chez un patient qui est en bonne santé et qui fait de l'exercice physique, même ces événements aigus n'auront pas vraiment trop d'impact sur sa masse musculaire, il pourra rejoindre sa courbe normale. Alors, plus la personne elle est fragile, plus cette courbe va s'accentuer vers le bas et le patient va avoir une diminution assez rapide de sa masse musculaire. Donc, comme impact, c'est un indicateur de mauvais pronostic chez la population âgée, mais pas que chez la population âgée, chez la population oncologique, les patients oncologiques ou qui ont des maladies chroniques, insuffisance rénale, diabète, cirrhose, BPCO, insuffisance cardiaque. Je vais vous montrer dans les slides qui suivent, en fait, juste, le but, c'est pas d'aller dans les détails de toutes les études, vous montrer, il y a des centaines et des centaines d'études sur chaque pathologie, l'impact de la sarcopénie. Elle est associée à une augmentation du risque de chute chez la population âgée, et qui dit chute, qui dit risque de fracture, d'incapacité, d'hospitalisation et de mortalité. Et ça augmente les coûts de la santé. Alors ça c'est pour illustrer en fait l'impact. Par exemple pour l'insuffisance cardiaque, la sarcopénie augmente la mortalité chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque, que ce soit à fraction d'éjection conservée ou réduite. Qu'en est-il de la BPCO? En fait, ça c'est une revue systématique de la littérature avec méta-analyse. Les patients BPCO sarcopéniques ont des fonctions pulmonaires, notamment une FEV1, significativement plus réduite que leurs pairs non sarcopéniques, une tolérance à l'effort plus altérée, plus diminuée que leurs pairs non sarcopéniques, ainsi qu'une qualité de vie significativement plus altérée.
Maintenant, qu'en est-il aussi des patients qui subissent une chirurgie? En fait, les patients sarcopéniques qui subissent une chirurgie ont un risque de complications, de mortalité et de séjour hospitalier significativement plus long que les patients non sarcopéniques. Et les chirurgies qui seraient le plus à risque, c'est les chirurgies de transplantation ou les chirurgies sur le tube digestif dans le cadre de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Maintenant, quel est aussi, si on s'intéresse aussi aux soins intensifs, l'impact de la sarcopénie sur la mortalité à court et long terme chez les patients qui sont hospitalisés aux soins intensifs pour un choc septique. C'est une étude qui a été effectuée sur 905 patients et qui montre que les patients sarcopéniques s'en sortent moins bien. En fait, il y a une mortalité à court et à long terme qui est significativement plus élevée. Maintenant, si on parle de patients cirrhotiques, la sarcopénie a été identifiée aussi comme un facteur de risque indépendant de mortalité, même après avoir ajusté à l'âge, à la pression portale et au MELD score. Il y a un énorme chapitre de sarcopénie et maladies oncologiques. Il y a beaucoup d'articles là-dessus. On peut choisir même chaque maladie oncologique à part. Il y a un lien énorme entre maladie oncologique et sarcopénie. La maladie oncologique en soi, elle accélère le vieillissement musculaire via différents facteurs, en fait, l'inflammation, l'anorexie, le stress de la chirurgie et des traitements systémiques, mais aussi la sarcopénie a un impact important sur la maladie oncologique, que ce soit sur la réduction de la qualité de vie, que ce soit sur le fait de supporter en fait, les traitements, en fait, que ce soit chirurgicaux ou systémiques, et sur le fait même, en fait, c'est associé à une augmentation du risque de récidive de cancer et une diminution de la survie. Donc j'espère que je vous... Et là, il y a aussi beaucoup d'articles sur la sarcopénie et insuffisance rénale. J'en ai pas encore parlé, il y a tout plein. Et sarcopénie et diabète, vous pouvez choisir toutes les pathologies que vous voulez, elle est partout. Donc j'espère que je vous ai convaincu que la sarcopénie, c'est vraiment important de l'identifier parce qu'elle a un impact important et ça ne concerne pas uniquement les gériatres, en fait, ça concerne nous tous les médecins, quelle que soit leur spécialité. Maintenant, pour les critères diagnostiques, on va parler de la définition, de l'impact. Maintenant, comment diagnostiquer la sarcopénie? J'ai pris en fait la démarche qui était proposée par le WGSOP2, parce que c'est une démarche qui est assez claire. Et puis voilà, ça commence par un dépistage par juste une échelle clinique simple, qui est le SARC-F score, qu'on trouve en fait pour ceux qui sont aux HUG sur des pays. Alors, ce formulaire F, il y a le SARC-F, S c'est pour strength, la force musculaire, A c'est pour l'assessment de la mobilité s'il a besoin d'assistance ou pas, R c'est pour rising, donc le lever de la chaise, C c'est pour climbing, pour monter les escaliers, et puis F c'est pour fall. Si ce score est pathologique, il faut aller de l'avant. S'il est négatif, il a une valeur prédictive négative de plus que 90%. Donc on peut raisonnablement écarter la sarcopénie et réévaluer le patient peut-être une fois par an ou quand il y a un événement aigu. S'il est positif, il faut évaluer la force musculaire. Et là, il y a deux façons de le faire, soit par les tests de hand grip, donc il y a le dynamomètre et le jamar. Ici, aux HUG, c'est nos ergothérapeutes qui ont ces deux matériels et qui le font très facilement. Soit quand on est un médecin au cabinet, c'est parfois plus simple de faire le test de lever de la chaise. Donc le patient doit essayer de se lever de la chaise 5 fois sans toucher les accoudoirs, et puis on calcule le temps nécessaire pour le faire. Donc si ce test il est négatif, donc on dit que la sarcopénie est probable et qu'il faut déjà initier une prise en charge adaptée. Et on doit la confirmer par la suite par la mesure de la masse musculaire. Il y a différents moyens de mesurer la masse musculaire. Et il y a le DEXA, la BIA, le CT et l'IRM. CT et IRM, ils mesurent vraiment directement la masse musculaire. Le DEXA et BIA, c'est une mesure indirecte de la masse musculaire. Mais les CT et l'IRM, en fait, c'est coûteux, c'est cher, c'est pas à disponibilité facile. Et en plus, il n'y a pas les cut-offs internationaux encore bien établis. Donc, raison pour laquelle la DEXA aussi, c'est pas facile à l'avoir. Il faut transporter le patient, alors que la BIA, c'est une petite machine que nos diététiciennes ont, qui peuvent très facilement la transporter au lit du patient et estimer indirectement la masse musculaire. Une fois on a la masse musculaire qui est altérée, donc on peut confirmer la sarcopénie et on peut évaluer la sévérité par une panoplie batterie de tests physiques que nos physiothérapeutes font, comme le time up and go, le temps nécessaire pour se lever de la chaise, faire 400 mètres et revenir. Ça, juste pour illustrer un peu les différents... comment mesurer la masse musculaire, la force musculaire et la fonctionnalité. Mais là aussi, pour vous dire aussi que tout le monde n'est pas d'accord non plus sur les cut-offs. En fait, ça c'est l'autre problème de la sarcopénie. Ils ne sont pas d'accord sur la définition, non plus sur les cut-offs. En fait, les cut-offs changent
d'un examen à l'autre et d'une société, d'un groupe de travail à l'autre. Donc la prévalence, c'est une maladie qui reste souvent sous-diagnostiquée. Elle n'est formellement codée dans l'ICD que depuis 2016. Et la prévalence varie largement, non seulement selon l'âge et le sexe et l'ethnicité, mais également, comme on l'a vu, parce que les définitions, il n'y a pas un consensus sur la définition ni sur les quotas utilisés. Mais elle est estimée, si on regarde dans la littérature, entre 10 à 16%, mais augmente nettement dans le contexte hospitalier jusqu'à 24% et dans les EMS jusqu'à 50%. Qu'en est-il en Suisse? Il y a eu une étude bâloise monocentrique dans un hôpital gériatrique qui comportait un secteur aigu, un secteur de réadaptation, qui ont estimé la prévalence de la sarcopénie probable à 24% et puis la sarcopénie confirmée à 22% avec un âge médian de 84 ans. En ambulatoire aussi, c'est à Bâle et à Saint-Gall qui ont mené une étude en ambulatoire pour les patients de plus que 75 ans. Ils ont estimé la sarcopénie probable, donc ils n'ont pas mesuré la masse musculaire, mais juste la force musculaire. Et puis elle était de l'ordre de 26% chez la femme et 28% chez l'homme. Qu'en est-il à Genève, chez nous? Donc nous, on s'était intéressé à essayer d'évaluer en fait la prévalence de la sarcopénie dans notre département de réadaptation et de gériatrie. On a mené une étude d'avril 2023 à juin 2023 où c'était une étude transversale. On a recruté tous les patients qui étaient hospitalisés lors de l'intervention. Il y avait 635 patients recrutés et on a analysé 374 patients. C'est les patients qui ont eu à la fois les hand grip tests et la BIA pour la mesure de la masse musculaire. Et les résultats, là aussi, ça illustre aussi la complexité des cutoffs et des moyens de hand grip test, parce qu'on a utilisé dans notre étude, parce qu'un des objectifs, c'est de comparer le JAMAR et le dynamomètre. Donc, selon qu'on utilise le JAMAR ou le dynamomètre et selon quel cutoff on utilise, la prévalence de la sarcopénie probable peut varier de 39% à 50,3%. Et ça, c'est un peu, je vous résume ce tableau qui n'est pas très lisible par un peu. Donc l'âge moyen de notre population était de 82 ans, dont 56% étaient des femmes, 36% des patients étaient en soins aigus, 46% en réadaptation et 16% en maintien. Il n'y avait pas de différence significative de la prévalence de la sarcopénie selon le niveau de soins. Bon, il n'y a pas de différence entre aigu, réadaptation et maintien. La prévalence de la sarcopénie probable variait entre 68 et 84% selon le type de hand grip utilisé et les cutoffs. Et celle de la sarcopénie confirmée est de l'ordre de 39,6%. On a utilisé les critères de l'EWGSOP2 avec le JAMAR pour confirmer la sarcopénie. Et cette sarcopénie, donc c'est une prévalence qui est nettement plus élevée que celle décrite par nos collègues bâlois. Et cette prévalence augmente significativement avec l'âge. Et comme attendu, nos patients sarcopéniques ont un BMI significativement plus bas, un score NRS, une SPPB, un MIF plus pathologique et chute surtout significativement plus durant le séjour. Ça, c'était vraiment un élément important. Il n'y a pas de différence significative sur la mortalité à court terme des patients sarcopéniques, mais une mortalité significativement augmentée, surtout entre les 80 et 200 jours post-intervention. Maintenant, j'aborde la question du traitement. En fait, les traitements. Le traitement, c'est le seul traitement actuellement qui est validé et qui est de première intention, c'est l'exercice physique. Mais pas n'importe quel exercice physique, c'est les exercices physiques contre une résistance. C'est quoi l'exercice physique contre résistance? C'est-à-dire contre soit un poids, soit la pesanteur, soit avec des bandes. Et il faut faire des séries de 8 à 10 exercices sur chaque partie du corps, les répéter 10 à 15 fois et au moins 2 fois par semaine. Donc c'est un traitement qui est clairement inoffensif et au contraire, il a tout plein d'effets bénéfiques, mais son problème, c'est que parfois c'est compliqué pour un patient âgé qui a déjà des problèmes articulaires, des douleurs, de le faire adhérer à un programme d'exercice physique. Mais c'est faisable. Et d'où notre rôle après pour essayer d'arriver là-dessus. Donc les exercices physiques contre résistance, et puis parfois qu'on combine l'exercice physique contre ça c'est une revue de la littérature qui montre bien que l'exercice physique contre résistance, c'est eux qui ont le plus d'impact sur la masse musculaire, la force musculaire et la fonctionnalité. Et quand on les combine avec des exercices aérobiques, ça améliore aussi la fonction cardiovasculaire et améliore l'état général.
Maintenant, qu'en est-il de l'approche nutritionnelle? On sait que chez les patients âgés, à cause de la résistance anabolique, ils ont besoin de plus d'apports protéiniques qu'un sujet normal, en fait, qu'un sujet jeune, qui a besoin de 0,8 g/kg de protéines par jour. La personne âgée, c'est minimum 1 à 1,2 g/kg de protéines par jour, jusqu'à 2 g/kg de protéines par jour chez les patients qui ont de malnutrition et des maladies sévères. Mais attention, là, je ne parle pas des patients avec une insuffisance rénale avancée où il ne faut pas dépasser non plus les 0,8 g/kg par jour. Et puis cette approche nutritionnelle, elle est efficace jusqu'à présent juste si elle est combinée avec les exercices physiques de résistance. Une approche nutritionnelle seule n'améliore pas ni la masse musculaire, ni la force musculaire, ni la performance physique. C'est uniquement si elle est associée avec l'exercice physique de résistance. Et puis là, on parle aussi, il y a tout plein, quelles protéines? Les protéines qui sont les plus fortes, c'est le caséine et le whey protein, et voilà. Maintenant, qu'en est-il? Vu que c'est le traitement, il paraît simple, mais parfois c'est compliqué à le mettre en place chez cette population âgée et fragile. Il y a tout plein d'études sur des traitements médicamenteux. Il y a des études de la phase 1 à la phase 4 qui visent en fait les mécanismes physiopathologiques impliqués dans cette pathologie, notamment la myostatine, le GH, IGF-1, les mitochondries, améliorer la dysfonction mitochondriale, des effets androgéniques et d'autres. Et vous voyez, il y a un tas. Il y a aussi des études sur l'anti-TNF, l'anti-interleukine 6 pour diminuer le temps inflammatoire qui est incriminé dans les mécanismes physiopathologiques. Mais jusqu'à présent, malgré toutes ces nombreuses études, il n'y a aucun traitement qui n'a montré son efficacité sur les performances physiques. La testostérone, par exemple, avait montré son efficacité sur l'augmentation de la masse musculaire, mais pas sur les performances physiques, mais au prix des effets indésirables qui étaient conséquents, notamment chez les personnes fragiles, notamment c'est des effets indésirables cardiovasculaires, et puis le risque oncologique de cancer de prostate. Jusqu'à présent, il n'y a aucun médicament qui est validé pour la sarcopénie. Donc, les seuls traitements, exercice physique et nutrition. Et les perspectives, ce serait un dépistage, j'espère que je vous ai convaincu, de dépister la sarcopénie, notamment chez toutes les personnes de 65 ans et plus, et chez toutes les personnes qui ont des facteurs de risque, donc des comorbidités, des maladies chroniques. Et c'est une prise en charge multidisciplinaire par excellence, impliquant le médecin, le diététicien, les soignants, le patient, l'ergo et la physio. Et pour conclure, ça reste une pathologie sous-diagnostiquée et donc sous-traitée. Elle a une prévalence élevée avec un impact sur le pronostic, la qualité de vie, le déclin fonctionnel et les coûts de la santé. Le dépistage reste facile. La prise en charge est interdisciplinaire. Et là, j'insiste sur le rôle de la prévention. C'est un autre message clé. On peut prévenir cette maladie, en fait, et on doit le prévenir. Et ça se prévenir dès l'âge. En fait, on commence à bâtir notre masse musculaire à l'enfance et à l'adolescence. Et à partir de l'âge de 30-40 ans, la masse musculaire commence à baisser. Donc, plus on investit dans notre masse musculaire à l'enfance et à l'adolescence, et plus on maintient cette masse musculaire à l'âge adulte en faisant des exercices physiques, plus on minimise l'impact de cette perte musculaire liée à l'âge. Donc, d'où l'intérêt d'un travail de santé publique aussi, de promotion de l'activité physique et d'exercice physique. Et le traitement est possible. Merci pour votre attention.